Pourquoi SIA reconsidère un tremblement de terre géopolitique sous la surface? Permettez-moi de vous ramener à un après-midi tranquille à Cordoue en octobre dernier, le 12 octobre, pour être exact, la Fiesta Nacional d'Espagne, une journée destinée à célébrer l'identité catholique du pays, son passé impérial et sa place dans le monde occidental. Ce matin-là, le gouvernement SICH, dans une démarche qui a à peine fait la une des journaux internationaux, a discrètement approuvé la construction de la première mosquée financée par l'État du pays depuis plus de 500 ans. Non pas à Ceuta ou Melilla, ces enclaves nord-africaines contestées où l'islam a toujours fait partie du tissu, mais au cœur de l'Andalousie, dans la même ville où la grande mosquée de Cordoue était autrefois le joyau d'Al-Andalus avant que la Reconquista ne l'efface de la carte de la chrétienté. À première vue, cela semble être une histoire mineure, une décision bureaucratique en matière d'urbanisme, un clin d'œil au multiculturalisme, peut-être même un geste de réconciliation avec le passé musulman de l'Espagne. Le récit officiel, celui que vous trouverez dans El País ou The Guardian, la présente comme l'Espagne, une nation européenne moderne, acceptant enfin sa diversité de population, intégrant ses communautés musulmanes et dépassant les ombres de son histoire médiévale. Le gouvernement SICH, dans son communiqué de presse, l'a qualifié de « symbole de coexistence ». Le maire de Cordoue, socialiste, a déclaré qu'il s'agissait d'un « pas vers la guérison de vieilles blessures ». Même le Vatican, dans un rare moment de subtilité diplomatique, a offert une bénédiction en sourdine, la présentant comme une opportunité de « dialogue interreligieux ». Mais voici le problème, ce n'est pas seulement incomplet, c'est activement trompeur. Parce que ce qui se passe actuellement en Espagne n'a rien à voir avec le multiculturalisme. Ce n'est même pas vraiment une question de religion. Nous assistons à l'effondrement lent et délibéré d'une ligne de fracture géopolitique qui se construit depuis des décennies, une ligne de fracture qui relie les rues de Madrid aux couloirs de pouvoir de Washington, Moscou et Pékin. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que de quelques milliers de siars se convertissant à l'islam, ou d'un gouvernement qui essaie d'être inclusif, alors vous passez complètement à côté de la situation dans son ensemble. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez selon les statistiques du gouvernement SICH, la population musulmane en Espagne est passée de seulement 300 000 personnes en 1990 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit environ 5% de la population. La plupart d'entre eux sont des immigrés originaires du Maroc, d'Algérie et du Pakistan, mais un nombre croissant sont des siars natifs, convertis qui ont embrassé l'islam pour des raisons spirituelles, culturelles ou même politiques. La Commission islamique SICH, le principal organe représentatif des musulmans du pays, affirme que les conversions se sont accélérées au cours de la dernière décennie, avec des estimations suggérant qu'entre 5 000 et 20 000 siars se sont officiellement convertis. Le gouvernement, désireux d'éviter le type de tension sociale observée en France ou en Belgique, a présenté cela comme une évolution naturelle, un signe que l'Espagne se réconcilie enfin avec son héritage islamique. Les médias ont joué le jeu. Un reportage de la BBC de 2022 sur les convertis de SICH à l'islam les a décrits comme des jeunes, instruits et désillusionnés par les scandales et le conservatisme de l'Église catholique. Un article du New York Times de l'année dernière soulignait comment certains siars, notamment en Andalousie, redécouvrent leurs racines maures, apprennent l'arabe et adoptent même des vêtements islamiques traditionnels. Le ton est presque que l'Espagne, après des siècles d'hégémonie catholique, est en train de redécouvrir son identité perdue. L'Union européenne a également pesé dans la balance, saluant l'approche inclusive de l'Espagne en matière d'intégration. Bruxelles y voit un modèle sur la façon dont l'Europe peut gérer ses populations musulmanes sans sombrer dans le genre de réaction d'extrême droite observée en Hongrie ou en Italie. Même les États-Unis, dans un rapport du département d'État de 2023 sur la liberté religieuse, ont félicité l'Espagne pour sa « politique progressiste » à l'égard de l'islam. Mais c'est ici que l'histoire officielle commence à se dévoiler. Déconstruire ce qui se passe réellement, parlons d'abord des chiffres. Le chiffre de 2,5 millions de musulmans avancé par le gouvernement SICH est presque certainement exagéré. Des démographes indépendants, notamment ceux du Real Instituto Elcano, le principal groupe de réflexion espagnol sur les affaires internationales, estiment que le nombre réel est plus proche de 1,8 million. Pourquoi cette discrétion ? Parce que le gouvernement prend en compte toute personne d'origine musulmane, y compris les immigrants de deuxième et troisième génération qui ne pratiquent même pas leur foi. Plus important encore, les chiffres de conversion sont manipulés.
La commission islamique SICH, fortement influencée par le gouvernement marocain, a tout intérêt à surestimer la croissance de l'islam en Espagne. Une population musulmane plus importante signifie plus d'influence politique, plus de financement et plus de poids dans les négociations avec Madrid. Mais même si l'on prend les estimations les plus basses, la croissance est indéniable et elle ne se produit pas en vase clos. Regardons où se concentrent ces conversions. Ils ne sont pas répartis uniformément dans toute l'Espagne. Ils sont regroupés en Andalousie, en Catalogne et dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla. En Andalousie, en particulier dans des villes comme Cordoue, Grenade et Séville, le nombre de convertis a augmenté au cours des 5 dernières années. Pourquoi ? Parce que ce sont les mêmes villes où le passé islamique de l'Espagne est le plus visible, l'Alhambra, la Mesquita, l'Alcazar. Pour certains siars, la conversion à l'islam n'est pas seulement un choix spirituel, c'est une déclaration politique, un rejet de l'identité catholique de l'Espagne, dans certains cas, une provocation délibérée. Maintenant, parlons de qui est derrière tout ça. La commission islamique SICH, l'organisme qui représente les musulmans d'Espagne, n'est pas une organisation indépendante. C'est en fait une branche du gouvernement marocain. Le Daïr marocain de 2004 a créé le Consejo Superior de Ulema, un conseil religieux qui supervise les affaires islamiques en Espagne par le biais de cette commission. Cela signifie que lorsqu'un siar se convertit à l'islam, il ne se contente pas de rejoindre une foi, il s'aligne sur une puissance étrangère. Et le Maroc a été très clair sur ses ambitions en Espagne. Le roi Mohamed VI a évoqué à plusieurs reprises la réislamisation de l'Andalousie comme un devoir historique et religieux. Dans un discours de 2016, il a qualifié la région de « terre perdue de nos ancêtres » et s'est engagé à la récupérer par la culture et non par la conquête. Ce n'est pas seulement de la rhétorique. Le Maroc finance discrètement des centres culturels islamiques, des écoles de langue arabe et même des programmes universitaires en Espagne. L'Instituto Cervantes, l'équivalent espagnol du British Council, a rapporté que le Maroc est le plus grand bailleur de fonds étrangers pour l'enseignement de la langue arabe en Espagne, dépassant même l'Arabie saoudite. Et voilà qu'une grande partie de ce financement passe par le Diyanet, la direction des affaires religieuses de Turquie, qui a son propre agenda en Europe. Ce à quoi nous assistons n'est donc pas seulement un renouveau religieux populaire, mais une campagne coordonnée de soft power menée par 2 des pays à majorité musulmane les plus influents de la Méditerranée. Mais le Maroc et la Turquie ne sont pas les seuls acteurs. Parlons de l'Arabie saoudite. Depuis des décennies, Riyad exporte son interprétation wahhabite ultra-conservatrice de l'islam à travers le monde, finançant des mosquées et des madrasas qui prêchent une version de la foi profondément en contradiction avec la société laïque et pluraliste espagnole. Dans les années 1990 et au début des années 2000, l'argent saoudien affluait librement en Espagne, en particulier dans les communautés immigrées de Catalogne et de Valence. Mais après les attentats à la bombe dans un train de Madrid en 2004, perpétrés par une cellule d'immigrés marocains radicalisés dans des mosquées financées par l'Arabie saoudite, le gouvernement SICH a réprimé. Aujourd'hui, l'influence saoudienne en Espagne est plus subtile, mais elle est toujours là, notamment sous la forme de bourses permettant aux musulmans SICH d'étudier dans les universités saoudiennes, où ils sont exposés à une version de l'islam fondamentalement incompatible avec les valeurs européennes. Alors pourquoi le gouvernement SICH autorise-t-il cela ? Pourquoi finance-t-il une mosquée à Cordoue alors qu'il sait pertinemment que le Maroc et la Turquie utilisent l'islam comme outil d'influence ? La réponse, comme toujours, se résume à la géopolitique. L'Espagne géopolitique comme champ de bataille. Pour comprendre ce qui se passe en Espagne, il faut avoir une vision plus large. Nous vivons à une époque de compétition entre grandes puissances, où les États-Unis, la Chine et la Russie se disputent l'influence aux 4 coins du globe. Et l'Espagne, un pays que la plupart des Américains considèrent comme une destination de vacances, est en réalité une pièce essentielle sur cet échiquier. Commençons par les États-Unis. Pour Washington, l'Espagne est un allié clé de l'OTAN, une porte d'entrée vers l'Afrique du Nord et un rempart contre l'influence russe et chinoise en Méditerranée. Les États-Unis disposent de 2 bases militaires majeures, à Rota, qui héberge le système de défense antimissile Aegis, et à Morón, qui sert de base pour les opérations en Afrique et au Moyen-Orient. L'Espagne est également membre du réseau de partage de renseignements Five Eyes, ce qui en fait un partenaire essentiel de l'appareil de surveillance américain. Mais voici que le gouvernement espagnol,
en particulier sous la direction du Premier ministre Pedro Sánchez, s'éloigne de l'orbite américaine. Sánchez, socialiste, a mené une politique étrangère plus indépendante, qui cherche à équilibrer les relations avec Washington, Bruxelles, ce qui est le plus controversé, Moscou et Pékin. En 2022, l'Espagne a signé une série d'accords économiques et énergétiques avec la Russie, malgré les sanctions de l'UE. En 2023, il est devenu le premier pays d'Europe occidentale à rejoindre l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, une décision qui a rendu Washington furieux. Et le mois dernier, le gouvernement de Sánchez a annoncé qu'il n'autoriserait pas les sous-marins nucléaires américains à accoster dans les ports de Sich, un affront direct à l'OTAN. Alors pourquoi les États-Unis tolèrent-ils cela? Parce qu'il n'a pas le choix. L'Espagne est trop importante pour perdre. Mais Washington ne reste pas les bras croisés. Les États-Unis ont discrètement fait pression sur l'Espagne pour qu'elle réprime l'influence russe et chinoise, en particulier dans les secteurs de la technologie et de l'énergie. Et c'est ici que l'islam entre en jeu. Les États-Unis considèrent la population musulmane espagnole comme une vulnérabilité potentielle. Si le Maroc et la Turquie parviennent à radicaliser ne serait-ce qu'une petite fraction des musulmans espagnols, cela pourrait déstabiliser le pays, ce qui en ferait un partenaire moins fiable de l'OTAN. Les attentats de Madrid en 2004 ont été un signal d'alarme, l'Espagne n'est pas à l'abri du terrorisme. Et si l'Espagne devait subir une autre attaque majeure, notamment liée à des puissances étrangères, cela pourrait forcer le gouvernement à se réaligner sur les États-Unis, par nécessité. Mais il y a un autre angle ici. Les États-Unis utilisent depuis longtemps la religion comme outil d'influence. Pendant la guerre froide, la CIA a financé des groupes islamiques pour contrer l'influence soviétique en Afghanistan. Aujourd'hui, les États-Unis font quelque chose de similaire en Europe, quoique de manière plus subtile. Par l'intermédiaire d'ONG et de groupes de réflexion, Washington promeut un islam modéré, compatible avec les valeurs occidentales, un contrepoids aux versions plus conservatrices défendues par l'Arabie saoudite, le Maroc et la Turquie. Les États-Unis ont même financé certains centres culturels islamiques en Espagne, en particulier ceux qui prêchent une interprétation libérale et pro-occidentale de la foi. Parlons maintenant de la Russie. Moscou fait des percées en Espagne depuis des années, en particulier parmi les partis d'extrême gauche et d'extrême droite du pays. Le Kremlin considère l'Espagne comme un maillon faible de l'OTAN, un pays où il peut exploiter les divisions politiques pour saper l'alliance. Et l'islam est un élément clé de cette stratégie. La Russie courtise les communautés musulmanes d'Espagne, en particulier celles ayant des liens avec le Maroc et l'Algérie. En 2021, le gouvernement russe a financé une grande conférence à Madrid sur l'islam et l'identité européenne, à laquelle ont participé des dirigeants musulmans sikhs et des politiciens d'extrême droite. Le message était que l'islam et l'identité européenne ne sont pas incompatibles, la Russie peut être le pont entre les deux. C'est la division classique du Kremlin pour mieux régner. En favorisant ses liens avec les musulmans d'Espagne, la Russie crée un groupe favorable à ses intérêts, un groupe qui pourrait être mobilisé pour s'opposer aux politiques de l'OTAN ou de l'UE. Et puis il y a la Chine. L'intérêt de Pékin pour l'Espagne est avant tout économique, il considère le pays comme une porte d'entrée vers l'Amérique latine et l'Afrique. Mais la Chine joue également le jeu du long terme. À travers ses instituts Confucius et sa diplomatie culturelle, Pékin promeut une version de l'islam chinois fidèle au Parti communiste. L'Espagne, avec sa population musulmane croissante, est une cible privilégiée de cette campagne d'influence. Le gouvernement chinois a même financé des programmes de langue arabe dans les universités sikhs, dans le but de former une nouvelle génération de musulmans sikhs favorables à la vision du monde de Pékin. Ce à quoi nous assistons en Espagne n'est donc pas seulement un renouveau religieux, c'est une guerre par procuration. Les États-Unis, la Russie et la Chine utilisent tous l'islam comme outil pour promouvoir leurs intérêts géopolitiques. Et l'Espagne, prise au milieu, lutte pour maintenir sa souveraineté. Les implications militaires et stratégiques. Parlons de la dimension militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La situation stratégique de l'Espagne en fait un nœud essentiel du flanc sud de l'OTAN. Le détroit de Gibraltar, qui sépare l'Espagne du Maroc, est l'un des points d'étranglement les plus importants au monde. Plus de 100 000 navires y transitent chaque année, transportant de tout, du pétrole aux fournitures militaires. Si l'Espagne devait sortir de l'orbite occidentale, ce serait un désastre pour l'OTAN.
Les États-Unis perdraient l'accès à leurs bases de Rota et de Morone, et la capacité de l'Alliance à projeter sa puissance en Méditerranée et en Afrique du Nord serait gravement compromise. Mais voici que l'armée espagnole n'est plus ce qu'elle était. Après des décennies de coupes budgétaires, les forces armées de Sych ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. La marine, autrefois l'une des plus puissantes d'Europe, peine désormais à entretenir sa flotte. L'armée de l'air utilise des F-18 vieillissants qui sont en voie de disparition. Et l'armée est en sous-effectif et sous-équipée. Cela rend l'Espagne vulnérable aux pressions extérieures. Le Maroc, voisin du sud de l'Espagne, le sait. Rabat n'a cessé d'augmenter ses dépenses militaires, modernisant ses forces armées avec l'aide des États-Unis et de la France. La marine marocaine est désormais l'une des plus performantes d'Afrique, et son armée de l'air est équipée de F-16 et de drones avancés. En 2021, le Maroc et l'Espagne ont failli entrer en guerre pour le statut du Sahara occidental, un territoire contesté que le Maroc revendique comme sien. La crise a été désamorcée, mais elle a constitué un signal d'alarme car l'Espagne n'est plus la puissance dominante dans la région. Imaginez maintenant si le Maroc exploitait la population musulmane d'Espagne pour créer l'instabilité. Nous ne parlons pas d'une invasion, le Maroc n'en a pas la capacité. Mais il pourrait user de son influence pour radicaliser une petite fraction des musulmans espagnols, conduisant à des manifestations, des émeutes, voire des attentats terroristes. Cela obligerait le gouvernement Sych à détourner des ressources de son armée vers la sécurité intérieure. Cela créerait également des divisions politiques, rendant plus difficile pour l'Espagne de maintenir ses engagements au sein de l'OTAN. Il ne s'agit pas d'un scénario hypothétique. En 2021, les services de renseignement marocains ont été accusés d'avoir orchestré une crise migratoire massive dans l'enclave Sych de Ceuta, où des milliers de Marocains ont pris d'assaut la frontière pour tenter d'entrer en Europe. L'objectif était de faire pression sur l'Espagne pour qu'elle reconnaisse la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cela a fonctionné, l'Espagne a fini par céder, revenant sur sa position de longue date sur la question. Alors, quelle est la fin du jeu ici? Le Maroc veut réaffirmer son influence sur l'Andalousie, non pas par la conquête, mais par la démographie et la culture. S'il parvient à faire de l'islam une force dominante dans le sud de l'Espagne, il pourra créer une base favorable aux intérêts marocains. Et si le gouvernement espagnol est trop faible pour résister, le Maroc pourrait éventuellement atteindre son objectif sans tirer un coup de feu. La politique intérieure. Pourquoi les dirigeants espagnols jouent avec le feu? Parlons maintenant de la politique intérieure, car c'est là que les choses deviennent vraiment compliquées. L'Espagne est un pays profondément divisé. Les blessures de la guerre civile ne sont pas encore complètement cicatrisées et le paysage politique du pays est divisé selon des lignes régionales, idéologiques et même historiques. Le gouvernement actuel, dirigé par le Parti socialiste de Pedro Sánchez, est une coalition fragile qui comprend des partis d'extrême gauche comme Podemos et des groupes séparatistes régionaux de Catalogne et du Pays basque. Cette coalition est profondément impopulaire et Sánchez fait face à une pression croissante de la droite, notamment de la part du parti d'extrême droite Vox, qui gagne du terrain en attisant les craintes concernant l'immigration et l'islam. Alors pourquoi le gouvernement de Sánchez fait-il pression en faveur d'une mosquée financée par l'État à Cordoue? Pourquoi permet-il au Maroc et à la Turquie d'étendre leur influence en Espagne? La réponse est politique. Sánchez cherche désespérément à conserver le pouvoir. Sa coalition est sur le point de s'effondrer et il a besoin de toutes les voies possibles. Le vote musulman devient de plus en plus important en Espagne, en particulier dans des villes comme Barcelone et Madrid, où les communautés musulmanes sont nombreuses et politiquement actives. En soutenant la construction de mosquées et en promouvant les centres culturels islamiques, Sánchez espère conquérir ses électeurs. C'est un calcul cynique, mais c'est celui que font de nombreux politiciens. Mais il y a un autre facteur dans le mouvement indépendantiste catalan. La Catalogne, la région la plus riche d'Espagne, milite depuis des années pour l'indépendance. Le gouvernement Sych a répondu par la répression, en emprisonnant les dirigeants séparatistes et en interdisant les partis indépendantistes. Mais c'est là que de nombreux indépendantistes catalans voient l'islam comme un allié. Ils considèrent la population musulmane espagnole comme un contrepoids potentiel à l'autorité de Madrid. Certains hommes politiques catalans ont même suggéré qu'une Catalogne indépendante pourrait entretenir des relations privilégiées avec le Maroc, qui donnerait à Rabat un pied en Europe.
C'est un scénario de cauchemar pour Madrid. Si la Catalogne obtenait son indépendance, cela créerait un précédent pour d'autres régions, comme le Pays basque, qui emboîterait le pas. Et si le Maroc gagnait en influence dans une Catalogne indépendante, ce serait un désastre géopolitique pour l'Espagne. Le gouvernement de Sánchez fait donc ce qu'il faut pour apaiser la population musulmane d'Espagne afin de maintenir la stabilité politique, mais il ne peut pas se permettre de laisser le Maroc ou la Turquie acquérir trop d'influence. Le parti d'extrême droite Vox capitalise quant à lui sur ces craintes. Vox met en garde depuis des années contre l'islamisation de l'Espagne, et sa rhétorique trouve un écho auprès d'un nombre croissant de siars. Le chef du parti, Santiago Abascal, a appelé à une nouvelle reconquista pour reconquérir l'identité catholique de l'Espagne. C'est un discours dangereux, il risque d'attiser les tensions entre les populations musulmanes et non musulmanes d'Espagne. Mais c'est aussi politiquement efficace. Vox est désormais le troisième parti au Parlement espagnol et son influence ne cesse de croître. Nous assistons donc à un gouvernement parfait et faible, à une extrême droite montante et à une population musulmane croissante courtisée par les puissances étrangères. Le résultat est un pays de plus en plus polarisé et instable. Scénario où cela nous mène alors, où tout cela mène-t-il ? Regardons. Alors, où tout cela mène-t-il ? Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement une crise politique intérieure, c'est un microcosme de la lutte plus large de l'Europe contre l'identité, la souveraineté et les conséquences involontaires de la migration massive. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que de la Catalogne ou de quelques milliers d'immigrés marocains, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la position géopolitique de l'Espagne a toujours été précaire. C'est le seul pays européen à avoir une frontière terrestre avec l'Afrique, un fait qui a façonné son histoire pendant des siècles. Le détroit de Gibraltar n'est pas seulement une étroite bande d'eau, c'est un point d'étranglement qui contrôle l'accès entre l'Atlantique et la Méditerranée, et c'est un point chaud depuis l'époque des pirates barbaresques. Aujourd'hui, ce même détroit est une autoroute pour les migrations, la contrebande et, de plus en plus, les opérations d'influence. Le Maroc le sait. La Turquie aussi. Et bien entendu, l'OTAN aussi. Voilà un problème inconfortable. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, elle est activement cultivée comme outil de politique étrangère. Le Maroc, en particulier, joue depuis longtemps. Depuis les années 1990, Rabat encourage l'immigration vers l'Espagne non seulement comme une soupape de sécurité pour sa propre population, mais aussi comme un moyen de s'intégrer dans la société siche. Les chiffres sont stupéfiants. Entre 2000 et 2020, la population d'origine marocaine en Espagne est passée de 200 000 à plus de 800 000 personnes. Ce n'est pas un accident. Il s'agit d'une stratégie démographique qui donne au Maroc un levier sur la politique, l'économie et même la sécurité de Siche. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2021, le Maroc a volontairement ouvert ses frontières pour permettre à des milliers de migrants de prendre d'assaut l'enclave Siche de Ceuta. Le message était le suivant, si l'Espagne ne joue pas le jeu sur le Sahara occidental ou sur d'autres questions, Rabat peut ouvrir et fermer le robinet migratoire à volonté. Et ça a marché. Madrid s'est efforcé de contenir la crise. En quelques semaines, l'Espagne est revenue sur sa position de longue date sur le Sahara occidental, en approuvant le plan d'autonomie du Maroc. Ce n'était pas seulement une victoire diplomatique pour Rabat, c'était une démonstration de la manière dont la pression démographique peut être transformée en arme. Mais le Maroc n'est pas le seul acteur ici. La Turquie étend également discrètement son influence au sein de la communauté musulmane d'Espagne. La Diyanet, la Direction des affaires religieuses de Turquie, finance des mosquées et des centres culturels islamiques dans toute l'Espagne, souvent avec peu de contrôle. En 2018, un rapport de l'agence de renseignement SICH, CNI, avertissait que la Turquie utilisait ses institutions pour promouvoir un islam politique aligné sur les intérêts d'Ankara. Le rapport a bien sûr été enterré parce que personne à Madrid ne veut admettre que l'Espagne est en train de devenir un champ de bataille pour l'influence étrangère. Parlons maintenant des implications militaires. L'Espagne est membre de l'OTAN et son flanc sud est essentiel à la sécurité de l'Alliance.
Les relations maroco-siches sont déjà tendues sur le Sahara occidental, sur la migration, sur les droits de pêche et si le Maroc parvenait à prendre pied dans une Catalogne indépendante, cela créerait un cauchemar stratégique pour l'OTAN. Imaginez un scénario dans lequel Rabat pourrait faire pression sur Barcelone pour qu'elle limite les opérations navales de l'OTAN en Méditerranée ou même autoriser l'accès militaire marocain au port catalan. Ce n'est pas seulement une hypothèse, c'est un risque réel si la Catalogne se sépare un jour. Et puis il y a la question de la radicalisation. L'Espagne a eu de la chance jusqu'à présent, elle n'a pas subi d'attaque terroriste majeure depuis les attentats à la bombe dans un train de Madrid en 2004. Mais cela ne veut pas dire que la menace n'existe pas. Les services de renseignement siches surveillent depuis des années les réseaux djihadistes à Ceuta, Melilla et en Catalogne. En 2020, un rapport du CNI avertissait que les groupes salafistes gagnaient du terrain dans les prisons espagnoles, où ils radicalisaient les détenus. Le rapport a fait l'objet d'une fuite et le gouvernement l'a minimisé, mais l'avertissement était que la population musulmane espagnole n'est pas à l'abri de l'extrémisme. Voici pourquoi cela est important pour l'Europe dans son ensemble. L'Espagne est un test pour la manière dont les démocraties occidentales gèrent l'intersection de la migration, de l'identité et de l'influence étrangère. Si Madrid ne parvient pas à gérer cette crise, cela créera un précédent pour les autres pays. L'Italie, avec ses propres tensions liées à la migration et au régionalisme, suit de près la situation. Il en va de même en France, où l'extrême droite utilise déjà la même rhétorique sur l'islamisation que Vox colporte en Espagne. L'UE, bien entendu, n'est d'aucune aide. Bruxelles fait pression pour plus d'intégration, plus de migration et plus de multiculturalisme, mais elle n'a aucune réponse aux réactions négatives qui se préparent. Le pacte migratoire de 2020 de la Commission européenne était censé être une solution, mais il s'est heurté à la résistance de pays comme la Hongrie et la Pologne. Aujourd'hui, l'Espagne montre que même l'Europe occidentale n'est pas à l'abri des pressions du changement démographique. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne ? Le scénario le plus probable est une crise lente. Le gouvernement de Sánchez continuera à apaiser la population musulmane espagnole, dans l'espoir de gagner du temps et des voix. L'extrême droite continuera de croître, se nourrissant des réactions négatives. Et le Maroc et la Turquie continueront à faire avancer leur programme, sachant que l'Espagne est trop divisée pour résister. La Catalogne restera une poudrière et le risque d'une escalade soudaine que ce soit par le biais d'un référendum, d'une répression ou d'une crise migratoire ne fera qu'augmenter. Le pire des cas ? Une tempête parfaite. Un référendum sur l'indépendance catalane qui déclenche une crise constitutionnelle. Une vague migratoire qui dépasse les frontières espagnoles. Un attentat terroriste qui radicalise l'opinion publique. Et un gouvernement d'extrême droite qui répond par des mesures autoritaires. Ce n'est pas seulement un problème de Siche, c'est un problème européen. La leçon à retenir ici est que la démographie n'est pas une fatalité, mais bien un pouvoir. Et à l'heure actuelle, l'Espagne apprend cette leçon à ses dépens. La question est de savoir si le reste de l'Europe y prêtera attention avant qu'il ne soit trop tard. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette crise lente que je viens de décrire ne se joue pas seulement dans la rue ou dans les urnes, elle remodèle déjà de l'intérieur les institutions politiques espagnoles. Et l'establishment, comme d'habitude, soit le nie, soit le permet activement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte au-delà des gros titres habituels sur la montée de Vox ou la fragile coalition de Sánchez. Prenons le cas du Parti socialiste ouvrier de Siche, le PSOE. Pendant des décennies, c'est le parti du progressisme laïque, la force qui a modernisé l'Espagne après Franco, qui a défendu les droits des femmes, la protection des LGBTQ+, et une séparation stricte de l'Église et de l'État. Mais sous Pedro Sánchez, le PSOE a connu une transformation discrète mais profonde. Ce n'est plus seulement le parti de la classe ouvrière, c'est le parti de la politique identitaire, du clientélisme et, de plus en plus, de l'accommodement avec les intérêts islamistes. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot marginal, c'est écrit dans les propres politiques du gouvernement. Prenons l'exemple de la réforme de l'éducation de 2022, dite Ley Cela, qui a supprimé l'obligation pour le Siche d'être la langue principale d'enseignement dans les écoles. Apparemment, il s'agissait d'une question d'autonomie régionale des droits catalans, basques et galiciens. Mais dans la pratique, cela a créé une faille que les gouvernements locaux,
notamment en Catalogne et dans les îles Baléares, ont exploité pour introduire des programmes en langue arabe dans les écoles publiques. À Ceuta et Melilla, les enclaves nord-africaines où près de la moitié de la population est musulmane, le PSOE est allé encore plus loin en finançant l'enseignement religieux islamique dans les écoles publiques, un renversement direct de la laïcité historique de l'Espagne. L'argument ? Il s'agit ici d'inclusion. La réalité ? Il s'agit de vote. La communauté musulmane d'Espagne est désormais estimée à 2,5 millions de personnes, avec plus de 600 000 électeurs inscrits, et le PSOE a clairement fait savoir qu'il souhaitait leur soutien. Mais voici ce qui est inconfortable, il ne s'agit pas seulement de calculs électoraux. Il s'agit d'un changement fondamental dans la façon dont la gauche siche perçoit la nation elle-même. Pour le PSOE, l'Espagne n'est plus une entité historique et culturelle dotée d'une identité distincte, c'est un espace post-national, une toile vierge où des identités concurrentes peuvent coexister, même si cela signifie diluer l'idée même de Sichness. C'est pourquoi Sánchez a été si désireux d'adopter le langage de la plurinationalité, pourquoi il s'est montré si indulgent à l'égard du séparatisme catalan et pourquoi il est si réticent à affronter les aspects les plus antilibéraux de l'influence islamiste. Pour lui, l'Espagne n'est qu'un autre État membre de l'UE, une entité bureaucratique plutôt qu'une nation vivante, dotée d'un passé et d'un avenir. Le problème est que cette vision ne trouve pas un écho auprès de la plupart des Siars. Sondage après sondage, ils montrent que même s'ils soutiennent en principe l'immigration, ils sont profondément inquiets du rythme du changement démographique et de l'érosion de leurs normes culturelles. Une enquête d'ELPE de 2023 a révélé que 62% des Siars pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs occidentales, et 58% pensent que le gouvernement devrait faire davantage pour limiter l'influence des puissances étrangères comme le Maroc et la Turquie dans les affaires de Sich. Ce ne sont pas seulement des sujets de discussion d'extrême droite, ce sont des préoccupations dominantes. Et pourtant, la classe politique, y compris une grande partie du Partido Popular de centre-droit, a eu trop peur pour s'y attaquer de front. C'est là que réside le véritable danger. Parce que lorsque l'establishment refuse de répondre à des revendications légitimes, il ne les fait pas disparaître, il les radicalise. On l'a déjà vu, en France avec les Gilets jaunes, en Italie avec la montée en puissance de Giorgia Meloni, et maintenant en Espagne avec la déferlante de Vox. Mais Vox n'est pas seulement un mouvement de protestation, c'est le symptôme d'un malaise plus profond, pour lequel les partis traditionnels n'ont pas de réponse. Le PP, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, a tenté de se positionner comme une alternative modérée à Sánchez et à Vox, mais il reste faible. Le parti de Feijóo est toujours hanté par ses scandales de corruption passés, et sa base est profondément divisée entre ceux qui veulent reconquérir le centre et ceux qui voient Vox comme l'avenir. Le résultat ? Un parti trop timide pour contester l'agenda multiculturel de Sánchez mais trop compromis pour offrir une véritable alternative. Alors que se passe-t-il ensuite ? Élaborons les scénarios. Le résultat le plus probable est ce que j'appellerais un déclin géré. Sánchez boitera jusqu'à la fin de son mandat, s'appuyant sur le soutien des nationalistes catalans et basques, ainsi que du parti d'extrême gauche Podemos, pour rester au pouvoir. Le PSOE continuera de courtiser le vote musulman, tandis que le PP tentera de déborder Vox en adoptant une partie de sa rhétorique sans rien faire de substantiel. L'UE continuera de promouvoir son programme d'intégration et l'Espagne continuera d'accueillir davantage de migrants, même si l'opinion publique se retourne contre elle. L'économie s'en sortira dans la difficulté, mais le tissu social continuera de s'effilocher. C'est la voie de moindre résistance, et c'est celle avec laquelle la classe politique siche est la plus à l'aise. Mais il y a deux autres scénarios qui m'empêchent de dormir la nuit. La première est ce que j'appellerais le tournant hongrois. Imaginez des élections anticipées déclenchées par un scandale de corruption ou une campagne indépendantiste catalane. Vox monte en flèche, le PP s'effondre et une coalition d'électeurs Vox et PP mécontents prend le pouvoir. Le nouveau gouvernement n'a pas besoin d'être ouvertement fasciste pour être dangereux, il doit simplement être nationaliste dans le pire sens du terme. Nous parlons de déportation massive, d'une répression de l'autonomie régionale et d'une adhésion sans réserve à la théorie du « grand remplacement ». Ce n'est pas seulement de la spéculation, le leader de Vox, Santiago Abascal, a déjà appelé à une « reconquête » de l'Espagne face à l'islam, et le manifeste de son parti de 2023 comprenait des propositions visant à interdire l'abattage halal,
à restreindre la construction de mosquées et même à révoquer la citoyenneté des musulmans naturalisés reconnus coupables de crimes. Si Vox met un jour la main sur les leviers du pouvoir, l'Espagne pourrait devenir un laboratoire de démocratie antilibérale en Europe occidentale. Le deuxième scénario est encore plus une crise de sécession catalane qui devient incontrôlable. Le président de la Catalogne, Pere Aragonès, a clairement indiqué qu'il souhaitait un autre référendum sur l'indépendance, et Sánchez a déjà montré qu'il était prêt à négocier avec les séparatistes pour rester au pouvoir. Mais que se passera-t-il si le gouvernement catalan déclare unilatéralement son indépendance? La dernière fois que cela s'est produit, en 2017, Madrid a répondu par une répression sévère, emprisonnant les dirigeants séparatistes et imposant un gouvernement direct. Mais c'était sous Mariano Rajoy, un premier ministre du PP doté d'un mandat fort. Sánchez n'a pas ce luxe. Sa coalition est fragile et sa base est divisée. Si la Catalogne pousse trop fort, il pourrait devoir choisir entre laisser partir la région ou risquer une guerre civile. Quoi qu'il en soit, le résultat serait une crise constitutionnelle qui pourrait déchirer l'Espagne. Maintenant, vous pourriez vous dire, tout cela semble désastreux, mais l'Espagne a connu pire. Elle a survécu à Franco, elle a survécu à l'État, elle survivra à ça. Et vous n'avez pas tort. L'Espagne est un pays résilient. Mais la résilience n'est pas la même chose que l'immunité. La différence entre l'Espagne des années 1980 et l'Espagne d'aujourd'hui est qu'à l'époque, les menaces étaient extérieures, le terrorisme de l'État, les pressions de la guerre froide de l'OTAN, l'ombre persistante du franquisme. Aujourd'hui, les menaces sont internes. Il s'agit d'identité, de démographie, de l'idée même de ce qu'est l'Espagne. Et c'est un problème beaucoup plus difficile à résoudre. La réponse de l'establishment à tout cela a été de redoubler d'efforts sur les mêmes stratégies qui ont échoué. Plus de multiculturalisme, plus d'apaisement, plus d'intégration européenne. Mais comme nous l'avons vu en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, ces stratégies ne fonctionnent que lorsque le public y croit. Et en Espagne, cette croyance s'évapore. La question n'est pas de savoir si l'Espagne va changer, mais si elle va changer intentionnellement ou par défaut. Et à l'heure actuelle, le défaut semble de plus en plus probable. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole continue de supposer que le consensus post-franquiste, ce que nous pourrions appeler l'accord de 1978, est fondamentalement solide. Ils traitent les turbulences actuelles comme une tempête temporaire, une phase passagère de réaction populiste qui peut être surmontée avec un bon mélange de gestion technocratique et de concessions symboliques. Mais c'est une illusion dangereuse. Le règlement de 1978 reposait sur 3 éléments, un engagement commun en faveur de l'intégration européenne, un accord tacite visant à enterrer les fantômes de la guerre civile et une stabilité démographique qui n'existe plus. Tous les 3 sont désormais en ruine. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Lorsque l'Espagne a rejoint la Communauté économique européenne en 1986, ce n'était pas seulement une décision économique, c'était une décision géopolitique. L'adhésion à l'Europe était le sceau ultime de légitimité pour un pays qui avait passé la majeure partie du XXe siècle en paria. L'UE a fourni un cadre de modernisation, un tampon contre les coups d'État militaires et un récit de progrès qui pourrait masquer les divisions intérieures. Mais aujourd'hui, l'UE n'est plus la force unificatrice qu'elle était autrefois. La crise de la zone euro a révélé les limites de la solidarité européenne, et l'évolution du bloc vers une politique étrangère plus affirmée et interventionniste en particulier sur des questions comme la migration et l'énergie a mis l'Espagne dans une position inconfortable. Madrid est coincé entre les exigences de discipline budgétaire de Bruxelles et son propre besoin de dépenser dans les programmes sociaux pour maintenir la paix dans son pays. Le résultat est un décalage croissant entre l'élite politique, qui considère toujours l'Europe comme le salut de l'Espagne, et une population qui la considère de plus en plus comme une partie du problème. Se pose ensuite la question de la mémoire historique. La Constitution de 1978 était un chef-d'œuvre d'ambiguïté, elle permettait à Siard d'avancer sans vraiment tenir compte du passé. La loi d'amnistie de 1977, qui protégeait les responsables franquistes de toute poursuite, était le prix de la paix. Mais cette paix a toujours été fragile. Pendant des décennies, la gauche et la droite ont convenu d'être en désaccord sur la guerre civile, la dictature et la transition. Ce consensus est désormais mort.
L'exhumation de la dépouille de Franco en 2019 a été un tournant symbolique, mais elle a aussi ouvert une boîte à Dora. La gauche, dirigée par Podemos et maintenant Sumar, a fait pression pour que le passé soit pleinement pris en compte, exigeant des réparations pour les victimes du franquisme et le retrait des symboles fascistes des espaces publics. La droite, quant à elle, a répondu par un contre-récit de victimisation, se présentant comme le défenseur de la « véritable » histoire de l'Espagne contre ce qu'elle appelle la « culture de l'annulation ». Le résultat est une société plus divisée sur son passé qu'elle ne l'a jamais été depuis la transition. Et lorsqu'un pays ne parvient pas à s'entendre sur sa propre histoire, il est très difficile de s'entendre sur son avenir. Mais la variable la plus explosive dans cette équation est la démographie. La population espagnole vieillit rapidement, d'ici 2050, près de 40% des SIAR auront plus de 65 ans, selon l'Institut national des statistiques. Dans le même temps, le taux de fécondité du pays, à 1,19 naissances par femme, est l'un des plus bas au monde. Ce n'est pas seulement un problème social, c'est une question de sécurité nationale. Une population en diminution et vieillissante signifie une assiette fiscale en diminution, une armée en diminution et un bassin de jeunes prêts à défendre les frontières du pays ou ses valeurs. La réponse de l'establishment à cette situation a été l'immigration, notamment en provenance d'Afrique du Nord et d'Amérique latine. Mais cette solution comporte son propre ensemble de problèmes. Le recensement de 2023 a montré que près de 15% de la population espagnole est désormais née à l'étranger, contre seulement 2% en 1990. Dans des villes comme Barcelone et Madrid, ce chiffre est plus proche de 20%. Et même si la plupart de ces immigrants sont des citoyens travailleurs et respectueux des lois, le rythme rapide du changement a créé des frictions culturelles. La montée de Vox n'est pas seulement une question d'économie ou de souveraineté, mais aussi la peur que l'Espagne perde son identité en essayant de la sauver. Voilà pourquoi l'Espagne est confrontée à une crise des capacités de l'État. Les institutions conçues pour gérer la transition du pays vers la démocratie ne sont plus adaptées à leur objectif. Le pouvoir judiciaire est politisé, les médias sont polarisés et les partis politiques sont plus intéressés par la survie à court terme que par la stratégie à long terme. L'État siche est encore suffisamment fort pour empêcher un effondrement total, mais il n'est plus assez fort pour façonner l'avenir. Et c'est là que l'islam revient sur le devant de la scène. Voyez-vous, la réponse de l'establishment à la montée de l'islam en Espagne a été de la traiter comme une question purement sociale, quelque chose qui doit être géré par le biais de programmes d'intégration, de dialogues interreligieux et de politiques multiculturelles. Mais l'islam n'est pas seulement une question sociale, c'est une question géopolitique. Les relations de l'Espagne avec le monde musulman sont l'une des plus complexes d'Europe. D'une part, l'Espagne a des liens historiques profonds avec l'Afrique du Nord. Le Maroc était un protectorat siche jusqu'en 1956, et Ceuta et Melilla restent des enclaves siches sur le continent africain. D'un autre côté, l'Espagne a été la cible du terrorisme islamiste, depuis les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004 jusqu'aux attentats de Barcelone en 2017. Le gouvernement siche a tenté de tracer une ligne ténue entre engagement et confinement, mais la ligne devient de plus en plus difficile à maintenir. Le Maroc, en particulier, joue un jeu de longue haleine. Rabat a utilisé son contrôle sur les flux migratoires vers l'Espagne comme monnaie d'échange, faisant pression sur Madrid sur des questions comme le Sahara occidental et le statut de Ceuta et Melilla. En 2022, le Maroc a temporairement ouvert ses frontières, permettant à des milliers de migrants d'entrer en Espagne en quelques jours, une décision largement considérée comme des représailles à la décision de l'Espagne d'autoriser le chef du Front Polisario à recevoir des soins médicaux à Madrid. Ce type de diplomatie coercitive est un avant-goût de ce qui va arriver. À mesure que le déclin démographique de l'Espagne s'accélère, l'influence du Maroc ne fera que croître. Et si la population musulmane d'Espagne continue à s'exiler, Rabat aura un rôle encore plus fort à jouer. Parlons maintenant de grandes stratégies. L'Espagne dispose de 3 grandes options, dont aucune n'est idéale. La première est la voie atlantiste. Cela impliquerait de renforcer les relations de l'Espagne avec les États-Unis et l'OTAN, positionnant ainsi le pays comme un acteur clé de l'Alliance occidentale. L'avantage de cette approche est qu'elle donnerait à l'Espagne un ancrage géopolitique clair et un accès aux garanties de sécurité américaines. L'inconvénient est que cela aliénerait davantage la population musulmane espagnole et risquerait de transformer le pays en un champ de bataille dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine.
Les ports espagnols, notamment ceux de la Méditerranée, sont déjà un sujet de discorde entre Washington et Pékin. Si l'Espagne s'aligne trop étroitement sur les États-Unis, elle pourrait se retrouver prise entre deux feux d'une nouvelle guerre froide. La deuxième option est la voie méditerranéenne. Cela impliquerait d'approfondir les liens de l'Espagne avec l'Afrique du Nord et le monde islamique dans son ensemble, positionnant le pays comme un pont entre l'Europe et le Sud global. L'avantage de cette approche est qu'elle permettrait à l'Espagne de tirer parti de ses liens historiques et culturels avec la région, faisant ainsi de ses défis démographiques un atout. L'inconvénient est que cela nécessiterait une réorientation fondamentale de la politique étrangère de Sich, à laquelle les États-Unis et l'UE s'opposeraient probablement. Cela obligerait également l'Espagne à faire des compromis inconfortables sur des questions telles que la migration, l'énergie et les droits de l'homme. La troisième option est la voie isolationniste. Cela impliquerait de se retirer de la scène mondiale, de se concentrer sur la stabilité intérieure et d'éviter les conflits avec les États-Unis ou le monde islamique. L'avantage de cette approche est qu'elle permettrait à l'Espagne de se concentrer sur ses propres problèmes sans se laisser entraîner dans des conflits extérieurs. L'inconvénient est que cela laisserait l'Espagne vulnérable aux pressions extérieures, notamment celles du Maroc et de l'UE. Cela ne contribuerait en rien non plus à résoudre les crises démographiques et identitaires sous-jacentes du pays. Aucun de ces chemins n'est facile. Mais le statu quo n'est pas viable. La classe politique espagnole continue de supposer que le pays peut s'en sortir sans problème et que les turbulences actuelles ne sont qu'une phase. Mais l'histoire ne fonctionne pas ainsi. Les pays n'ont pas le choix lorsqu'ils sont confrontés à des crises existentielles, ils peuvent seulement choisir la manière dont ils y répondent. Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. En 1936, l'Espagne était un pays partagé entre gauche et droite, entre tradition et modernité, entre passé et futur. Le résultat fut une guerre civile qui déchira le pays. Aujourd'hui, l'Espagne est à nouveau divisée, entre ceux qui veulent préserver l'accord de 1978 et ceux qui veulent le démolir, entre ceux qui voient l'islam comme une menace et ceux qui y voient une opportunité, entre ceux qui veulent s'intégrer à l'Europe et ceux qui veulent s'en libérer. La différence, c'est qu'en 1936, les divisions étaient idéologiques. Aujourd'hui, ils sont démographiques, culturels et géopolitiques. Et cela les rend beaucoup plus difficiles à combler. La question n'est pas de savoir si l'Espagne va changer. Il s'agit de savoir si elle changera d'une manière qui préserve son unité et sa souveraineté. Et pour l'instant, les chances ne semblent pas bonnes.